Bonjour à tous et à toutes. Dans cette dernière partie de ce chapitre, je vais présenter le transistor à effet de champ. Je vais commencer par la définition du transistor à effet de champ. C'est un transistor qui est constitué d'un barreau semi-conducteur uniformément dopé, c'est-à-dire un semi-conducteur soit de type P ou bien de type N, en constituant ce qu'on appelle le canal. Alors le canal, c'est un semi-conducteur de type N ou bien de type P, dans lequel on va diffuser deux zones semi-conductrices de même nature, soit de type P ou bien de type N. Si le canal est de type N, alors les deux zones diffusées de chaque côté sont de type P. Si le canal est de type P, alors les deux zones diffusées de chaque côté doivent être de type N. Donc, on peut distinguer deux types de transistors à effet de champ, transistor à canal N et transistor à canal P. Pour le transistor à canal N, le barreau est constitué par un barreau semi-conducteur de type N et les deux zones diffusées de chaque côté doivent être de type P. Pour le transistor à canal P, donc il est constitué par un barreau semi-conducteur de type P et les deux zones diffusées de chaque côté doivent être du type N. Alors le transistor à effet de champ possède trois bornes qu'on appelle la grille notée G, le drain noté D et la source notée S. Alors de chaque côté du barreau on a la source et le drain, et pour le contact avec les deux zones diffusées de chaque côté, on appelle cette borne, on l'appelle la grille. Alors le transistor à effet de champ possède trois bornes, grille, G, notée G, drain, notée D, et la source notée S. Aussi, on peut définir le transistor à effet de champ comme étant une résistance variable commandée par une tension extérieure. Encore, on peut faire une petite comparaison avec le transistor bipolaire. Alors, le fonctionnement de transistor à effet de champ est lié au déplacement d'un seul type de porteur majoritaire. Alors, si le canal est de type N, alors les porteurs majoritaires, ce sont les électrons, alors le déplacement d'un seul type qui sont les électrons. Par contre, si le canal est de type P, alors les porteurs majoritaires qui vont déplacer, ce sont les trous. Contrairement au transistor bipolaire, dont le fonctionnement repose sur deux types de porteurs, les trous et les électrons. Alors, les transistors à effet de champ, on l'appelle aussi les transistors unipolaires, fonctionnent avec un seul type de charge, soit les trous pour un transistor à canal P, soit les électrons pour un transistor à canal N. Comme les transistors bipolaires, les transistors à effet de champ possèdent des symboles. Alors, le symbole du transistor à canal N est le suivant. On remarque bien sur ce symbole les trois bornes, grille, drain, source, et aussi le sens de cette flèche qui indique le type du canal, comme aussi il indique le sens réel du courant inverse de la diode ou bien de la jonction grille-source qui doit être polarisée en sens inverse. Et comme vous savez, le transistor est à canal N, alors les porteurs majoritaires ce sont les électrons, et donc les électrons ils vont déplacer de la source vers le drain. Et alors le courant drain, il doit être dans ce sens-là, c'est ID, et le courant source IS, il doit être dans ce sens-là. C'est le sens conventionnel du courant. Pour le symbole du transistor à canal P, c'est le suivant. On remarque la même chose, les trois bornes, et grille, drain, source, et aussi
le sens de cette flèche. Donc il va indiquer le type du canal et aussi il indique le sens réel du courant inverse de la jonction gris-source qui doit être polarisé aussi en sens inverse. Et comme vous savez, le transistor est à canal P, et alors les porteurs majoritaires ce sont les trous, donc ils vont se déplacer de la source vers le drain. Et alors le courant IS ou bien le courant source, il doit être dans ce sens-là, et aussi le courant drain, il est dans ce sens. Passons maintenant au fonctionnement du transistor à canal N. Comme vous savez, la mise en contact de deux semi-conducteurs de types différents nous permet d'avoir l'apparition d'une zone de déplétion, ou bien qu'on l'appelle une zone de charge d'espace. Alors, la mise en contact des zones P et N dans un transistor à effet de champ va donner naissance des zones de charge d'espace qui vont diminuer la largeur effective du canal. Donc, on va étudier le fonctionnement du transistor à canal N en faisant varier la différence de potentiel entre la grille et la source et aussi entre la source et le drain. Donc, en faisant varier VGS et VDS. Premièrement, on va considérer que VGS égale à 0 et VDS égale à 0. C'est-à-dire on va relier la grille et la source par un fil et aussi la source et le drain par un fil. Donc on n'aura aucun changement. On va avoir toujours la création, disons, des charges d'espace. Comme on a la différence de potentiel entre les différentes bornes est nulle, donc on n'aura aucun courant qui va circuler. Si on maintient la tension VGS est nulle, c'est-à-dire on va relier la grille et la source par un fil et on fait varier la tension drain-source de façon que cette tension sera positive, c'est-à-dire que la tension VDS est supérieure à 0. Donc le potentiel du drain doit être supérieur à celui de la source. Et par suite, comme vous savez, le potentiel de la source est égal à celui de la grille parce que ces deux ils sont reliés par un fil. Alors, le potentiel du drain est supérieur à celui de la grille. C'est très important. Donc, comme le potentiel du drain est supérieur à celui de la grille, alors la jonction grille-canal doit être polarisée en sens inverse. Donc, on va avoir l'élargissement de la zone de charge d'espace du côté drain du transistor. Et alors, on va assister à l'augmentation de cette zone de charge d'espace si on augmente la tension VDS. Et alors, on va avoir la diminution de la résistance du canal, ce qui va conduire à l'augmentation de la conductivité. Donc, si on augmente la tension VDS, on va augmenter le courant qui va circuler du drain vers la source, qui est dû principalement au déplacement des électrons qui vont se déplacer de la source vers le drain, car il s'agit d'un transistor à canal N. Donc si on augmente la tension VDS, le courant va augmenter aussi, mais comme vous voyez, à partir d'une tension VDS égale à VDS de saturation, on va assister à la fermeture du canal. Donc à partir de la tension VDS de saturation, on va assister à la fermeture du canal. Et alors, on appelle cette tension VDS de saturation, on l'appelle la tension de pincement. Donc on va avoir le pincement du canal. Faites attention ici, ce pincement local du côté drain du canal ne provoque pas l'annulation du courant ID qui va circuler du drain vers la source, c'est-à-dire qui est dû principalement au passage des électrons de la source vers le drain. Parce que les électrons qui vont déplacer de la source vers le drain possèdent une énergie suffisante, une énergie cinétique suffisante pour atteindre le drain. Et alors le courant qui va circuler, c'est un courant, il doit être constant, qu'on l'appelle le courant drain-source de saturation.
on le note IDSS. Si on continue à augmenter la tension VDS, c'est-à-dire que VDS devient supérieur à VDS saturation, ou bien la tension de pincement, on va avoir l'élargissement de plus de la zone de charge d'espace, c'est-à-dire donc on va augmenter, donc comme vous voyez sur la figure, la zone, donc le pincement du canal. Et alors on va augmenter en plus la résistance du canal, c'est-à-dire la résistance RDS. Donc on va avoir le courant doit rester constant car les électrons possèdent l'énergie cinétique suffisante pour atteindre le drain. Et aussi on va assister, si on augmente la tension VDS, ensuite on augmente la résistance RDS. Et alors le rapport de VDS sur RDS, et le courant ID, il doit être constant. Il ne varie pas, donc on va atteindre la valeur maximale IDS. Alors le courant qui traverse le canal doit être maximal lorsque VGS égale à 0 et VDS devient supérieur à la tension de pincement VDS de saturation. Si on maintient maintenant la tension VDS est nulle et on fait varier la tension VGS. Alors, si on maintient la tension VDS est nulle, c'est-à-dire si on relie le drain et la source par un fil, et on fait varier la tension VGS. Il faut noter ici que la tension VGS sera négative pour polariser la jonction gris-canal en sens inverse, afin de augmenter ou bien d'élargir la zone de charge d'espace pour conduire au pincement du canal. Et si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on met VGS supérieur à 0, alors on est risqué de détruire le transistor car on va avoir polarisé la jonction gris-canal en sens direct et alors un courant fort va traverser la grille, donc ce qui va conduire à la destruction du transistor. Donc si on maintient VDS est nul et on fait varier VGS de façon que cette tension sera négative, alors on va augmenter la zone de charge d'espace car on va polariser la jonction gris canal en sens inverse. Et voilà, l'augmentation en valeur absolue bien sûr de VGS, c'est-à-dire la diminution de VGS, va conduire à l'élargissement de la zone de charge d'espace, comme vous voyez ici donc sur la figure. Si VGS devient égal à VP, à la tension de pincement, on va avoir donc le canal est totalement pincé. Donc à partir de la tension VGS égale à VP, donc bien sûr VP elle est négative, on va avoir le pincement total du canal. Et alors, en résumé, si on diminue VGS de telle façon que VGS est négative, l'épaisseur du canal se rétrécit et à partir d'une tension VGS qui est égale à la tension de pincement VP, donc on aura le canal est totalement pincé. Donc c'est-à-dire que le courant qui va traverser le transistor ou bien qui va traverser le canal qui doit être nul, c'est-à-dire que le transistor il est bloqué. Donc lorsque VGS égale à VP, alors le transistor doit être bloqué. Donc c'est très important. Donc le courant ID il doit être nul. Et alors on peut dire que la conductance maximale du canal est obtenue lorsque VGS est nul. Et encore lorsque VDS est supérieur à la tension de pincement, c'est-à-dire à VDS de saturation, comme nous avons vu. C'est-à-dire que le courant maximal qui va traverser le canal est égal à IDSS de saturation lorsque VGS égale à 0 et VDS supérieur à la tension du pincement, la valeur absolue du VP. Donc c'est ça
C'est pour cela j'ai mis que VDS de saturation est égal à la valeur absolue de VP. Donc c'est pour vous signaler que VP il est négatif, c'est la tension de pincement. Et VDS de saturation il est positif, donc égal à la valeur absolue de VP. C'est très important. Donc lorsque VGS devient négatif, la zone des charges d'espace va augmenter et la conductance du canal va diminuer. Et à partir de la tension VGS égale à VP, donc on va avoir le canal est totalement pincé et alors le courant doit être nul. Alors pour assurer le fonctionnement du transistor à canal N, il faut appliquer une tension VGS négative et la tension VDS, c'est-à-dire la tension drain-source, doit être positive, supérieure à 0. Donc si VGS est inférieur à 0 et supérieur à la tension de pincement VP, le canal ne peut être jamais fermé. Et voilà, le courant IT qui va circuler doit dépendre de la tension VDS et la tension VGS. Si la tension VDS devient supérieure à la tension coude ou bien à la tension de saturation, qui est égale à la valeur absolue de la tension VP plus VGS, donc ces deux tensions sont négatives, donc leur valeur absolue, car VDS il est toujours positif, le courant IT va rester constant, donc il n'augmente plus. Et alors le transistor doit être dans le régime de saturation. Et alors pour bien comprendre le fonctionnement du transistor, on va relever la caractéristique statique du transistor à canal N. Donc le circuit qui nous permet de relever cette caractéristique est le suivant. Il faut noter toujours que la tension VGS doit être négative pour assurer le fonctionnement du transistor. Et voilà la caractéristique qu'on va relever, c'est ID en fonction de VDS et ID en fonction de VGS. La caractéristique ID en fonction de VDS est la suivante. On remarque bien qu'on peut diviser en trois régions ou bien trois zones. La zone ohmique et la zone de saturation et la zone d'avalanche. Donc la première zone ohmique, lorsque ID varie en fonction, donc on remarque bien que ID varie en fonction de VDS. Lorsque VDS augmente, aussi le courant IT augmente. Donc il s'agit d'un comportement ohmique. Donc le transistor est équivalent à une résistance dont sa valeur dépend de la tension VGS. Donc il est clair dans cette zone-là. Et alors lorsque la tension VDS devient supérieure ou égale à VP, donc on aura au pincement, donc le courant ID reste constant. Et sa valeur maximale doit être lorsque VGS est nul. Donc on remarque ici, lorsque VGS est nul, le courant de saturation ID est maximal et alors correspond à sa valeur maximale. Donc lorsque VGS diminue, le courant de saturation aussi ID va diminuer dans cette zone. Donc on remarque bien que ID dépend de la tension VGS. Et ce courant devient nul lorsque VGS est égal à la tension de pincement. Encore pour la dernière zone, c'est la zone d'avalanche. Si on continue à augmenter le courant, bien on aura une valeur maximale de VDS max à partir de laquelle on va assister au phénomène d'avalanche. Et alors, pour VGS égale à 0, le courant ID il est maximal, donc égal à IDSS, donc c'est une caractéristique du transistor à effet de champ. Encore pour la valeur de VDS de saturation, il correspond à la tension de pincement, donc en valeur absolue bien sûr, car VDS il est toujours positif. Concernant la caractéristique ID en fonction de VGS, il est clair que la variation de ID dépend de la tension VGS. Lorsque VGS devient négatif, donc on remarque bien que ID diminue. Et on remarque que lorsque VGS devient égal à la tension de pincement, le courant IT devient nul. Et aussi on remarque bien que lorsque VGS est égal à 0, elle correspond à la valeur maximale du courant, c'est-à-dire la conductance maximale du canal. Lorsque VGS est nul, donc il va correspondre à cette valeur IDS.
Donc c'est très important. Et cette valeur-là, c'est la valeur de la tension de pincement. Donc toujours il faut noter que Vp est négatif et aussi VGS est négatif. Donc c'est ça la caractéristique de transistor à effet de champ à canal N. Donc à partir de la caractéristique d'entrée que représente la variation de ID en fonction de VGS, on peut déterminer la relation qui va relier ID en fonction de VGS. On remarque bien à partir de cette caractéristique que la variation de ID en fonction de VGS est parabolique. Et alors, en première approximation, on peut écrire que ID égale IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP au carré. C'est une relation très très importante pour l'étude du transistor à effet de champ. Il faut la retenir. Aussi, il faut noter bien que VGS est négatif et aussi VP est négatif. VP, c'est la tension de pincement. On le note aussi VGS off. C'est très important aussi cette notation. On l'appelle aussi la tension de blocage. Si la tension VGS égale à VP ou bien VGS off, le transistor est bloqué et alors le courant ID il doit être nul, quelle que soit la tension VDS. Aussi, il faut noter bien que IDSS et VP, la tension de pincement, sont des grandeurs fondamentales du transistor à effet de champ. Aussi, on définit la pente, ou bien le facteur d'amplification, c'est Gm égale la dérivée de ID par rapport à VGS, avec VDS constant. Si on fait le calcul à partir de la relation donnée, ID égale à IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP au carré, on trouve que Gm égale moins de IDSS sur VP facteur de 1 moins VGS sur VP. Donc c'est très facile à déterminer cette relation. En posant Gm0 égale à moins 2 IDSS sur VP, on peut écrire que Gm égale à Gm0 facteur de 1 moins VGS sur VP. Donc, ce sont des relations fondamentales pour le transistor à effet de champ, à canal N. Aussi, on note que les transistors à effet de champ souffrent d'une dispersion importante ou bien très forte de fabrication, ce qui résulte une incertitude sur les paramètres IDSS et VGS off ou bien la tension de pincement. Concernant la caractéristique de sortie, comme nous avons dit, c'est la variation de ID en fonction de VDS. On remarque bien que lorsque VDS augmente, le courant drain ID croît linéairement. On est dans la zone ohmique. Et alors, le transistor se comporte comme une résistance dont la valeur dépend de la tension VGS. Donc, il est clair. Puis atteint la zone du coude, c'est le début du pincement du canal, et atteint finalement une valeur de saturation, c'est la zone C. C'est dans cette zone, le transistor se comporte comme une source de courant commandée en tension. Et alors, si VGS est égal à 0, on va avoir le courant, il doit être maximal égal IDSS. Dans cette zone-là. C'est-à-dire lorsque VGS égale à 0 et la tension VDS supérieure à la tension VP de pincement en valeur absolue, le courant ID est maximal et égal à IDSS. Et alors, si on continue à augmenter VDS, alors s'il dépasse VDS max, le transistor est détruit par effet d'avalanche. Donc on est dans la zone d'avalanche. Donc la zone B, il faut noter que la zone B, c'est la zone dans laquelle apparaît le pincement du canal. Passons maintenant à la polarisation du transistor à canal N. On va déterminer premièrement la droite d'attaque et la droite de charge. On va considérer que le transistor à canal N est un quadrupole
avec la borne source est commune. Alors les paramètres d'entrée sont IG et VGS et les grandeurs de sortie sont ID et VDS. Comme vous savez, pour le fonctionnement du transistor à canal N, il faut que la tension VGS sera négative. C'est très important. Et alors, la jonction gris-source doit être polarisée en sens inverse. Il est clair, car VGS est négatif. Donc le courant qui va traverser cette jonction, c'est un courant de saturation. Il est pratiquement nul. Donc c'est le courant en sens inverse. Donc on va avoir IG est nul. Et par suite, on va considérer que le courant ID, le courant drain, égale au courant source IS. Donc, on va définir la droite d'attaque par la relation qui va relier le courant ID avec la tension VGS. Et de même façon, on va définir la droite de charge par la relation qui va relier ID avec la tension VDS. Aussi, on peut noter que lors de l'étude de polarisation du transistor à canal L, on peut utiliser les relations que nous avons déterminées. La première, c'est la relation qui relie ID avec VGS. C'est que ID égale à IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP au tout carré, avec VGS est négative et aussi VP est négative. C'est la tension de pincement. On a vu aussi que pour le fonctionnement du transistor à canal N, il faut que VGS sera négatif et voilà, la jonction gris-source doit être polarisée en sens inverse. Et par suite, le courant IG, c'est le courant en sens inverse, elle doit être pratiquement nulle. Et par suite, la résistance gris-source est très grande, elle est de l'ordre de 10 mégaohms. Et encore, on a vu que pour VGS égale à 0, la conductance est maximale et le courant ID doit être égal à IDSS lorsque VDS est supérieur à la tension de VP ou bien la tension en valeur absolue, bien sûr, lorsque VDS est supérieur à la tension VDS de saturation. On a vu ça. Et encore, lorsque VGS égale à 0, on va avoir GM égale GM0, c'est-à-dire le facteur d'amplification est maximal. Donc on a vu bien sûr que lorsque VGS est entre 0 et VP, on va avoir que GM égale à GM0 facteur de 1 moins VGS sur VP. Et comme vous savez que si on a utilisé que VGS égale à 0, alors GM égale GM0. Donc la pente est maximale. Encore, lors de la polarisation de transistor, on peut déterminer le point de fonctionnement. Graphiquement, on peut déterminer ce point de fonctionnement en traçant la droite de charge ou bien la droite d'attaque. Si par exemple on trace la droite d'attaque, l'intersection de cette droite avec la caractéristique ID en fonction de VGS nous permet d'avoir le point de fonctionnement P. Et voilà, on peut avoir par projection le courant ID0 et VGS0. Et par suite, on peut faire la projection sur la caractéristique de sortie ID en fonction de VDS et on va avoir la tension VDS 0. La même chose si on trace la caractéristique de sortie ID en fonction de VDS et aussi la droite de charge. L'intersection va nous permettre d'avoir le courant ID 0 et aussi par projection on va avoir VDS 0. Et aussi par projection sur la caractéristique ID en fonction de VGS, on peut avoir la tension VGS 0. Donc c'est très simple. Concernant les circuits de polarisation du transistor à effet de champ, on distingue le circuit de polarisation automatique. Le montage du circuit est le suivant. Alors on peut déterminer le point de fonctionnement de ce circuit en utilisant la droite d'attaque et aussi la droite de charge et encore la relation fondamentale qui relie ID avec VGS. C'est ID égale IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP tout au carré. Alors pour la détermination de la droite d'attaque, on va considérer la maille d'entrée. Donc RS IS plus VGS moins RG IG doit être nul.
Donc c'est clair. Et alors, comme vous savez, pour le fonctionnement de transistor à canal N, il faut que VGS négatif. Et par suite, IG doit être nul. Donc pour le fonctionnement de transistor à canal N, il faut que VGS négatif et par suite IG est nul. Donc ID il doit être égal à IS. On va remplacer dans l'équation. On va avoir que ID égale moins VGS sur RS. Donc c'est très facile à démontrer. Et encore d'après la maille de sortie, on remarque bien que VDD égale VDS plus RS IS plus RD ID. Et alors on va remplacer IS par ID. Et donc, on va avoir que ID égale VDD moins VDS sur RS plus RD. D'après ces deux équations, de la droite d'attaque et de la droite de charge, et aussi en utilisant la relation ID égale IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP, tout au carré, on va déterminer ID0, VGS0 et VD0. C'est très facile à démontrer ça. Faites attention seulement. Lorsque vous calculez la tension VGS0, il faut prendre la valeur de VGS0 inférieure à 0 et supérieure à VP, à la tension de pincement. C'est très important. Donc faites attention à ça. Toujours VGS0, il doit être inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, mais il est supérieur à la tension de pincement, VGS off. Ce circuit, on l'appelle circuit de polarisation automatique. Pourquoi? Parce que lorsque ID va augmenter, si vous voyez ici dans cette relation, donc si ID va augmenter, donc VGS aussi va devenir plus négatif. C'est-à-dire, il va tendre, comme il doit tendre vers VP, donc comme étant le canal se rétrécit. Donc lorsque ID augmente, VGS devient plus négatif, et alors le canal se rétrécit, donc ID va diminuer. Et alors, lorsque ID augmente, VGS va devenir négatif, et par suite ID va diminuer, donc la position de point de repos doit être stable. Donc elle est automatiquement donc, ajustée, et voilà, on dit que le circuit de polarisation est un circuit de polarisation automatique. Le deuxième montage de polarisation qu'on va avoir, c'est le circuit de polarisation par diviseur de tension. Donc c'est le suivant. De la même manière que nous avons vu pour le transistor bipolaire, alors on va transformer ce montage en un montage équivalent en utilisant le circuit équivalent du Thevenin. Donc on va remplacer l'horizon linéaire constitué par R1, R2 et VDD par son équivalent Thevenin. Et alors, le circuit est le suivant, avec VTH c'est R2 sur R1 plus R2 VDD, et RTH égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2, c'est-à-dire que R1 est parallèle avec R2. Donc c'est très facile à démontrer ça. On peut déterminer le point de fonctionnement de ce circuit. Donc, premièrement, on va déterminer la droite d'attaque en utilisant la maille d'entrée. On remarque que RS IS plus VGS moins RTH IG moins VTH égale à 0. Et alors, en utilisant IG égale à 0, IS égale à ID, on va avoir ID égale à VTH moins VGS sur RS. Et alors, pour avoir le fonctionnement de transistor, il faut que VGS est négatif. Donc, il est clair. Donc, si VGS est négatif, donc IG doit être nul. Donc, on va avoir ID égale VTH moins VGS sur RS. Et alors, si VGS est négatif, alors VTH moins RS ID il doit être négatif, est inférieur à 0. Donc, on peut déduire que ID il doit être supérieur à VTH sur RS. Si on remplace VTH par son expression, on va voir que ID est supérieur à R2 sur R1 plus R2 fois VDD sur RS. Alors, si on considère que VTH est très supérieur à VGS, et alors, donc on va négliger VGS devant VTH, et alors on va avoir que ID, il doit être VTH sur RS, donc égal à R2 VDD sur R1 plus R2 facteur de RS. Alors le montage restera stable car VTH et RS ne dépendent pas du transistor
à effet de champ. Donc, comme VTH ne dépend et RS ne dépend pas du transistor à canal N, donc le point de fonctionnement reste constant. D'après la droite de charge aussi, donc en utilisant la maille de sortie, on peut déterminer que le courant ID doit être égal à VDD moins VDS sur RS plus RD. Pour déterminer alors le point de fonctionnement, on va utiliser la relation fondamentale ID égale à IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP tout au carré. Et on va faire la résolution de l'équation en utilisant la droite d'attaque. Et voilà, on va déduire VGS 0. Faites attention seulement que VGS 0 il doit être négatif et supérieur à la tension de pincement. C'est ça le plus important. Je viens de terminer ce cours. Et alors, je vous souhaite bonne chance et bon courage.